Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'un bref podcast, alors je dis toujours bref, mais c'est jamais très bref, mais là je vais essayer quand même d'être bref, j'aimerais vous parler d'un petit film que j'ai découvert très récemment, et sur lequel je misais finalement pas grand chose, et qui s'est avéré être un joli petit coup de cœur. Ce soir, il sera donc question de Détour mortel la Fondation, ou Wrong Turn Foundation, réalisé par Mike P. Nielsen, qui n'est autre que le reboot de la saga Détour mortel, initié en 2003 par Rob Schmidt, avec un film très sympathique, hommage à Délivrance, entre autres de Borman, et au Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. C'est un film vraiment chouette, le premier Détour mortel, qui bénéficiait entre autres des très bons effets spéciaux et de maquillage signé Stan Winston, donc ce qui faisait que visuellement ça déboîtait vraiment, et c'était vraiment un travail horrifique, un survival qui était très chouette dans la mesure où pour le coup c'est un film qui était pas particulièrement gore, qui était assez brutal, assez sauvage, plutôt bien filmé, plutôt bien photographié et qui fonctionnait extrêmement bien. La saga a donc eu droit à plusieurs suites, on est rendu à 6 avec le 7ème qui est ce reboot, plusieurs films qui sont globalement assez nazes mais plutôt rigolos, parce qu'on est vraiment on n'est plus vraiment dans le survival, dans les suites on est vraiment plutôt dans du slasher bourrin, franchement dégueulasse, c'est crade, ça fait tout ce qu'il y a de plus crade possible, je pense notamment à Détour mortel 2 qui est vraiment fun, où il y a pléthore de meurtres, tous plus rigolos les uns que les autres, et c'est aussi ça fondamentalement qui fait qu'on va toujours voir un Détour mortel, que j'ai toujours été voir les Détours mortels, parce que justement tu attends les meurtres. Là où le premier était quand même relativement serious business, la suite bascule vraiment dans le second degré, dans la surenchère, et ça a le mérite d'être vraiment du cinéma, à l'époque dira-t-on, de vidéoclub, crade, rigolo, et avec une sorte d'ambiance sympathique, avec du cul et de la violence, et donc on ne peut qu'apprécier le truc, l'exercice sympathique si je puis dire. Et donc venons-en à ce reboot, donc réalisé cette année par Mike P. Nielsen, et surtout scénarisé par Alan McElroy, qui n'est autre que le scénariste du premier Détour mortel, l'idée étant de tourner la page sur tout ce qui s'est passé avant, sur ces 5 suites à l'original, qui sont partis un petit peu dans le porte-nawak jouissif, mais porte-nawak tout de même, et en revenant à quelque chose de beaucoup plus sérieux, beaucoup plus premier degré, et le film tourne ouvertement la page, puisqu'il y a un moment, à la fin du film notamment, vous avez une petite ligne de dialogue justement qui fait référence directement à ces suites, à toutes ces séquelles de Détour mortel, avec une sorte de regard ironique assez sympathique, qui renvoie à cette idée que oui, effectivement, on passe à autre chose. Donc narrativement, on est sur un canevas de survival assez basique, un canevas de survival dans la lignée de ses prédécesseurs, dans la lignée de la saga Détour mortel, puisqu'on suit donc un groupe de jeunes qui va faire de la randonnée en forêt, et ils vont très vite se rendre compte que ces forêts est truffée de pièges. Je vais rester sur cette base très simple, encore une fois on est sur un canevas hyper, on va dire dans les codes du genre, dans les passages obligés, et c'est ce qui va se passer grossièrement pendant une 50aine de minutes, où là on est vraiment plongé dans ce qu'il y avait eu précédemment, mais avec une approche beaucoup plus premier degré, même dans le travail de la violence, où le film se travaille bien plus la suggestion que la monstration, c'est-à-dire que le film a des effets gore plutôt généreux, mais en même temps il travaille une dialectique de la monstration et de la suggestion qui est plutôt cool, qui permet de conserver la pleine puissance de ces quelques séquences extrêmement dures, parce qu'il y en a, justement en jouant sur la suggestion, et à faire un balancement avec du gore beaucoup plus jouissif, beaucoup plus, on va dire, graphique, et notamment ce qu'on va trouver plutôt dans la dernière partie, et qui pour le coup ici amène un côté cathartique évident. Donc l'idée est d'alterner entre le calvaire que vont vivre notre groupe de protagonistes, et justement tout le côté jouissif et cathartique qui va s'opérer dès lors que ces personnages vont essayer de se défendre contre la menace. Si je reste encore une fois extrêmement flou parce que j'ai pas envie de spoiler. Donc ce qu'on remarque de prime abord, c'est que cet épisode-là est certainement avec le premier le plus cinématographique. La photo est très belle, la forêt est très bien utilisée et justement elle est très belle, très joliment photographiée. Le design des créatures, je mets de créatures entre guillemets, est vraiment chouette aussi, ça fonctionne très bien. Et ils sont parfaitement en adéquation en fait avec le lieu dans lequel se déroule la narration. C'est pour ça que c'est toujours intéressant quand vous voyez un film de monstre, un survival ou autre, ou un slasher. C'est intéressant quand les créatures sont en adéquation, parce qu'elles ne sont pas ridicules dès lors, elles sont en adéquation avec le milieu dans lequel elles évoluent. Il y a un travail certes de mise en scène qui est relativement classique, comme je disais sans génie, mais qui est quand même efficace, et elle travaille notamment, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'alternance de monstration et de suggestion. C'est intéressant, c'est-à-dire que contrairement à tous les opus qui ont suivi le premier, on avait vraiment un déferlement de monstration hyper gorasse, qui est super rigolo à regarder, moi j'adore ça, moi ça me fait marrer et je kiffe ça. Là,
pour pouvoir véritablement faire ressentir la souffrance, pour pouvoir vraiment faire ressentir le calvaire des personnages, des protagonistes, qui sont très sympathiques, mais j'y reviendrai plus tard, on va alterner entre une monstration très crue, mais très brutale, très sèche, et de la suggestion justement pour pouvoir conserver un petit peu cette part d'imaginaire que vous allez attribuer, ce que vous allez attribuer aux images en fait, pour pouvoir vous imaginer vous-même les sévices que vont subir les personnages. Et justement, vous ne vous accoutumiez pas à la violence. Il y en a même, et ça je trouve ça assez intéressant, avec la sexualité. Et là, pour le coup, le film est très très chaste, mais ça je trouve ça très très bien, parce que il y a des éléments qui ont trait à la sexualité, qui sont durs, mais ils sont toujours travaillés par l'ellipse en fait, et je trouve ça intéressant, parce que justement ça conserve encore une fois toute la souffrance, la douleur, le calvaire que subissent les personnages. C'est une manière aussi d'apporter quelque chose de plus mature que les épisodes précédents, qui était, comme je disais, tout en cul et en violence, encore une fois ce qui est très fun à mater, mais qui justement faisait perdre énormément d'impact au survival, et qu'on passait plutôt du survival encore une fois second degré, là où on est dans un survival beaucoup plus premier degré, beaucoup plus adulte, où la part belle est faite encore une fois à votre imaginaire, et au calvaire des personnages, mais de manière beaucoup plus, si je puis dire, radicale. Donc c'est assez intéressant en fait justement de passer à quelque chose qui est quasiment l'antithèse en fait de ce qui précède. Ce que je trouve aussi intéressant et qui est à noter, c'est la structure narrative globale qui est vachement maligne. Il y a 3 actes bien distincts les uns des autres. Vous avez, alors ça c'est vrai que je l'ai pas dit dans le synopsis, mais je vais quand même en parler très rapidement. Vous débutez en fait avec le père d'un des protagonistes qui sont dans le petit groupe de jeunes, qui est à la recherche de sa fille, qui n'a pas vu depuis 6 semaines, qui était parti justement faire de la randonnée. Vous suivez ce père qui commence son enquête, et ensuite vous revenez 6 semaines, il me semble plus tôt, et vous suivez le groupe de jeunes adultes, et tout ce qui va mener finalement à leur disparition. Pour que les récits ensuite se nouveau s'entrecroisent, et tout ça va nous amener à un 3e acte qui est assez différent, parce qu'il sort en fait du contexte, on va dire, dans lequel on était jusqu'alors, pour nous amener autre part. Mais autre part de manière encore une fois très pertinente, finalement très cohérente avec ce qui précède. Ce que je trouve intéressant au-delà donc ce récit-là, alors j'essaie encore une fois de pas spoiler, c'est assez vague, c'est qu'on revient, comme je disais, à un survival finalement assez premier degré, aux références séminales qui étaient à l'origine de la saga des Tours Mortels chez Rob Schmidt, qui était fondamentalement Délivrance de Borman, je parlais de Massacre à la tronçonneuse aussi Looper, et là je rajouterais aussi la folk horror, parce que évidemment Ari Aster et Midsommar sont passés par là en fait, et évidemment que ça devient, dans une certaine mesure, un maître étalon de notre époque, en fait du cinéma d'horreur actuel. Et là, pour le coup, vous avez des références directes à Midsommar, notamment sur un des sévices que va subir un personnage, qui ramène à une séquence assez dure de Midsommar. Mais ça, je ne rentrerai pas pareil dans les détails, je reste assez flou là-dessus. Ce qui est intéressant justement, c'est que cette approche qui revient sur de la folk horror aussi, tout en reprenant les bases du survival qu'on trouve notamment chez Borman, c'est qu'on a une vraie approche sociopolitique, voire ethnologique, qui est très 70s fondamentalement. Alors c'est un film qui reste ancré dans son époque, certes, mais qui a justement, dans sa démarche, assez radicale, assez brute de décoffrage, avec cette approche vraiment, comme je disais, un sociopolitique et ethnologique, à quelque chose de très 70s, à tout ce que proposait comme piste de réflexion, Délivrance, Massacre à la tronçonneuse. Je pense aussi à Wicker Man quand je parlais de la folk horror, parce que je pense qu'il y a ces références qui sont présentes aussi, vu qu'il y a Midsommar et que Midsommar par définition est aussi inspiré du Wicker Man de Robin Hardy. Donc il y a toutes ces références qui sont utilisées, mais qui ne sont pas utilisées de manière que cosmétique, graphique ou contextuelle. Il y a quelque chose de plus que ça, il y a vraiment des pistes de réflexion qui sont mises en avant et qui sont mises en lien avec notre époque, puisque je disais, c'est un film qui reste ancré dans son époque. La galerie du groupe de jeunes, finalement, elle est assez intéressante, parce que, c'est des personnages qui sont attachants, là où dans les précédents des Tours Mortels, on était vraiment dans purement de la chair à canon, en fait, ils étaient juste là pour mourir, et justement parce qu'il était très souvent énervant, le fait qu'il meure était quasiment une délivrance parfois. Là ici on a des personnages qui sont extrêmement attachants, qui ont leurs défauts, qui sont nuancés, qui sont ambigus, mais c'est ça qui est intéressant. On a des personnages qui sont ici, des personnages qui se veulent libérer de leurs préjugés, et qui en même temps sont bourrés de préjugés vis-à-vis des individus, là ici pour le coup les rednecks, auxquels ils vont être confrontés, puisqu'on reste sur cette dimension de redneck, mais on n'est plus dans la dimension évidemment cannibale, dégénéré et incestueux. Là on est dans un cadre un petit peu différent, ce qui permet justement d'abandonner le manichéisme qui était quand même assez propre à la saga en fait. Là on a un travail d'inversion des valeurs qui est vachement subtil. Vous avez une séquence, je la cite comme ça, une séquence de procès qui est vraiment intéressante, parce que là il y a un renversement des valeurs qui se fait à ce moment-là. C'est-à-dire que fondamentalement, mais là, et je vais un petit peu spoiler, j'en suis désolé, donc si vous voulez aller voir le film, allez-y maintenant. Ce qui m'apparaît important, c'est que l'idée qui est posée en amont, en fait, c'est que les ennemis, les antagonistes,
qui vont opérer invisiblement, si je puis dire, cachés dans la forêt à l'aune de ces pièges dans la première partie, on va se rendre compte dans le second acte, avec ce basculement qui est la séquence du procès, que finalement, les méchants ne sont pas les méchants, on prend des termes si simples que ça, ou ne sont pas forcément les méchants, on inverse les valeurs. Et finalement, tout est question de point de vue. Et dès lors qu'on adopte le point de vue de ceux dont on n'a pas le point de vue, alors on va voir le monde différemment. C'est très simple, et c'est fondamentalement ce qu'il y avait dans Midsommar, je vous rappelle, avec ce plan très étrange quand ils arrivaient avec ce travelling derrière la voiture qui basculait, qui se renversait à l'entrée dans la communauté pour pouvoir revenir de l'autre côté. Là, on avait ce basculement, cette idée du monde à l'envers, finalement, du monde qui est différent du nôtre, et là, on va basculer notre point de vue, on va faire basculer là où la caméra basculait le point de vue aussi. Et ben là, c'est exactement la même chose. Cette séquence du procès, elle est très forte, elle fonctionne très bien, parce qu'elle permet justement de prendre conscience de ces points de vue différents sur la réalité, qui vont amener finalement des différences sociales, des différences politiques et des différences sociologiques, comme je le disais tout à l'heure. Et finalement, c'est à Montaigne, très clairement, que le film fait référence, lorsque l'un des personnages qui fait partie de la communauté, si je puis dire, des antagonistes, pose la question, qui est véritablement le sauvage? C'est la question qu'on trouve dans le texte des cannibales de Montaigne, et vous avez typiquement ça ici, en fait, puisqu'on parle aussi de cannibalisme, là où, dans les précédents finalement des Tours mortels, le cannibalisme était un cannibalisme de chair, si je puis dire, de l'anthropophagie. Là, ici, on parle plutôt de cannibalisme symbolique, de cannibalisme mental, si je puis dire, puisque dans cette communauté, en plus, il y a tout un fond sectaire aussi qui est très intéressant et qui ramène encore une fois à Midsommar et à Wickerman, etc., donc à toute la folk horror, ou tout un pan de la folk horror. C'est vachement intéressant. Et tout ce travail sur la libération derrière, en plus, avec ce contrepan féministe qui est vachement intéressant, puisque je parlais des personnages qui sont très attachants. La plupart, en fait, c'est intéressant, on pose clairement les personnages comme étant des sortes de bobos un petit peu avec une vision soi-disant totalement altruiste du monde, libérée de tous les préjugés, qui de fait, un petit peu comme dans Tucker and Dale versus le mal, où il y avait, mais c'était traité sur le ton de la comédie, ces personnages qui déboulaient en pleine campagne et qui se retrouvaient confrontés à des rednecks et qui voyaient en eux tous les préjugés qu'ils ont sur les rednecks et qui de fait en faisaient des tueurs alors qu'ils n'en sont pas du tout. Là, pour le coup, c'est fait de manière beaucoup au premier degré, beaucoup moins dans la comédie, mais vous avez toute une séquence dans un bar au tout début où ils sont confrontés à des rednecks et c'est très intéressant en fait l'échange qu'il y a entre ces personnages-là sur la question du préjugé. Et ça va créer un ensemble d'équiproquos qui sont finalement la conséquence de cette incompréhension due à la différence des points de vue. Et vous avez donc cette héroïne, qui est d'ailleurs merveilleusement interprétée par Charlotte Vega, que je trouve être une actrice assez incroyable dans le film, elle fonctionne hyper bien, elle joue extrêmement bien, et en plus tous les personnages, le sien, mais tous les autres ont une évolution qui sont vraiment intéressantes pour le coup, notamment son petit copain, vous verrez la manière dont il évolue, alors peut-être que l'évolution se fait un petit peu rapidement à un moment donné pour ce personnage-là, mais qui est vraiment intéressant. Elle, pour le coup, a une vraie, si je puis dire, évolution intéressante quant à sa libération, en fait, qui est une libération mentale, si je puis dire, face à ce cannibalisme mental que va opérer finalement cette communauté sur elle, qui vont phagocyter sa façon de penser, et aussi par son statut de femme, en fait, à l'intérieur de cette communauté, qui est finalement dans une certaine mesure très, très réactionnaire, si je puis dire, et elle va sortir de ça, c'est une société patriarcale aussi, donc vous avez une sorte de libération, d'une manière de s'affranchir du patriarcat que je trouve aussi extrêmement chouette et vraiment bien menée, et surtout très bien portée par cette actrice que je trouve vraiment incroyable dans le film. Dernière petite chose sur laquelle je veux revenir, sur la question du monstre qui me paraît intéressant, parce que je lis actuellement un Robin Hood, que je vous conseille de lire si vous êtes intéressé, critique et essayiste absolument passionnant, qui a beaucoup travaillé sur le cinéma d'horreur. Et pour le coup, il y a un truc très intéressant dans sa manière de définir le cinéma d'horreur et de définir le monstre d'ailleurs en tant incarnation du cinéma d'horreur. C'est ce qu'il appelle le monstre, le Return of the Repressed, donc sur la base de la terminologie freudienne, le retour refoulé. Et vous avez tout ça qui est très très bien travaillé en fait. L'idée du refoulé, en fait, lui, il travaille sur un dualisme entre le refoulé et l'autre, et sur la question que l'autre m'empêche ma libération, m'empêche la libération, puisque je suis conditionné dans mon refoulé par le fait de devoir vivre avec les autres. Et tout ça, il le pose sur plein de choses vachement intéressantes, sur plein de problèmes qu'il met en avant, à savoir la femme face au patriarcat, la confrontation avec une autre culture, avec un autre ordre moral, l'opposition au capitalisme, et tout ça, en fait, on le retrouve dans le film, fait de manière finalement assez subtile, en fait. Vous avez effectivement ce travail sur le refoulé et le refoulement de cette société un petit peu, si je puis dire, gangrénée par une certaine forme de politiquement correcte, mais qui est en même temps gangrénée par ses propres préjugés. Cette confrontation avec l'autre, cette confrontation avec une autre culture, avec un autre ordre moral, qui fait qu'à terme, cette communauté
c'est des antagonistes, c'est des méchants entre guillemets, mais en réalité on se rend très vite compte que ce n'en sont pas vraiment et qu'en fait ils ont un certain nombre de raisons, qu'on est simplement confronté à un point de vue différent et divergent, mais en même temps elle est très ambiguë parce qu'évidemment on va dire son ordre moral est quand même très 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 contestable, et c'est un ordre qui est très patriarcal, encore une fois qui est très réactionnaire, et justement on va avoir cette libération de cette jeune femme en fait face à ce truc-là qui se fait forcément violente, forcément cathartique, et je trouve ça hyper bien mené. Et puis vous avez effectivement cette opposition au capitalisme qui est très très bien posée aussi, sur l'égoïsme qui est inhérent au capitalisme, et sur la question de l'altruisme en fait qui se joue à l'intérieur de cette communauté, tout en posant encore une fois l'idée que tout est nuancé. Et ça c'est intéressant, et c'est un truc que moi j'avais pas vu véritablement dans la saga jusqu'à maintenant. Ce nouveau départ, si je puis dire, ce reboot, est intéressant dans la mesure, voilà encore une fois, où il revient à ses origines, si je puis dire, référentielles, et en même temps, tout ce que ces œuvres référentielles, ces œuvres matricielles, ces œuvres séminales, avaient comme potentiel à la réflexion. Et justement, c'est par cette réflexion profonde, si je puis dire, alors subtile et parfois peut-être un petit peu plus bourrine, effectivement, mais qu'on va arriver à quelque chose qui est finalement beaucoup plus subversif qu'il n'en a l'air. Je disais, il y a tout ce fond évidemment sur Montaigne, je citais Robin Hood avec la question de Return of the Repressed, donc le refoulé, en fait le retour du refoulé, la confrontation à l'altérité, etc. C'est vraiment très très bien foutu. Et il y a plein de petites idées aussi narratives, au-delà de ça je pars sur des questions si vous voulez déjà théoriques, mais il y a plein de petites idées narratives, des petites idées graphiques, visuelles qui sont vraiment intéressantes, et encore une fois tout ça est fait avec une certaine subtilité et une envie vraiment de faire autre chose, d'aller autre part. Donc, Détour mortel, la Fondation, je vous le conseille très très fortement. Moi c'était vraiment un petit coup de cœur, je m'y attendais pas, j'avais pas d'attente, et j'ai été très agréablement surpris. C'est un film qui pour moi aurait pu mériter de sortir en salle, parce que encore une fois c'est fait de manière très 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 soignée, c'est pas parfait, mais c'est un film qui est super divertissant, et en même temps qui est très très loin d'être con, et qui propose vraiment quelque chose de très sympathique, de très intéressant, et finalement le film est très très attachant. Donc je vous le conseille très fortement, j'espère que cette petite, si je puis dire, ce petit retour vous aura plu, puis je vous souhaite une très très belle soirée, puis je vous dis à très bientôt. Salut!